9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Le 29 octobre, il y a 2 semaines donc, Elon Musk a fait officialiser la nouvelle. Il a racheté Twitter pour la somme de 44 milliards de dollars après des mois de tergiversation. En moins de 24 heures, l'homme le plus riche du monde licencie la moitié des effectifs de Twitter avant de se raviser et de réemployer certains. Mais le mal est fait, un déficit d'image. Entre les comptes payants qu'il veut créer, des auteurs comme Stephen King qui critiquent le réseau social, des annonceurs qui annoncent le quitter, Twitter souffre d'un gros déficit d'image. Elon Musk aurait-il fait la plus grosse erreur de sa vie en rachetant Twitter ? Quel va être son nouveau modèle économique ? Quelle place pour la liberté d'expression sur ce réseau ? Car c'est de cela dont il s'agit en partie. Ailleurs également, ça tangue. Le géant Meta vient de licencier pas moins de 11 000 salariés. Et dans les entreprises de la tech, on commence à s'inquiéter. Que se passe-t-il dans ce monde ? Avec nous, 2 invités, 2 spécialistes de ces questions. Élise Vignacourt, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste au service Actu de Libé. Vous aviez suivi jour par jour, heure par heure presque, la saga Elon Musk Twitter. Avec nous, Alexandre Picard, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde, spécialiste de tout ce qui touche à Meta et aux entreprises de la tech. Alors d'abord, Élise Vignacourt, vous étiez venue à ce micro lundi, le 31 octobre, soit 3 jours après l'achat de Twitter par Musk. Il en est prédit que vous risquiez de revenir très vite pour nous parler de la suite des événements. On ne s'est pas trompé. Que s'est-il passé depuis ? Faites un petit résumé pour qui n'aurait pas suivi comme vous, jour après jour, ce feuilleton. Autant dire que les 2 dernières semaines ont été pour le moins chaotiques pour Twitter et Elon Musk. La grande actualité, bien sûr, c'est le licenciement de 50% des effectifs de Meta, qui à la base était de 7500 employés. Ça a été suivi par une fuite des annonceurs, comme vous l'avez rappelé, mais aussi le lancement catastrophique de la certification payante à $8 qu'il a dû finalement mettre en suspens. Au départ, c'était 20, ensuite ce fut 8, et maintenant, où est-ce qu'on en est alors ? Parce que moi, je n'ai pas suivi. Voilà, en ce moment, c'est en pause, parce que la certification payante a donné lieu en fait à l'éclosion de nombre de faux comptes qui ont imité en fait des personnalités comme Trump, comme Bush ou encore des entreprises, et ça peut faire mauvaise pub. On va en parler des faux comptes. Alexandre Picard, quelles ont été les conséquences de ce rachat ? On va étendre un tout petit peu le débat pour raconter la deuxième partie. Quelles ont été les conséquences de ce rachat et de ces licenciements sur les autres entreprises de la tech ? Est-ce que c'est ça qui a libéré Meta, qui a licencié 11 000 personnes ? Non, je pense qu'il n'y a pas de lien direct. C'est plus des raisons économiques qui ont poussé Meta à faire un licenciement énorme, parce que c'est 11 000 personnes, c'est le plus gros nombre de licenciements de la tech depuis des années. On n'a pas de souvenir équivalent. C'est que, entre guillemets, 13% de leurs employés, mais c'est extrêmement marquant parce qu'ils n'avaient jamais licencié, ils n'avaient jamais eu de recul de chiffre d'affaires, ils n'avaient jamais perdu de nombre d'utilisateurs, et c'est pourtant ce qui leur est arrivé au cours des 6 derniers mois. Il y a un tweet qui m'a frappé, c'est un tweet d'Alexandre Benalla. Coucou le revoilou. Il a tweeté le 9 novembre, il a tweeté ceci le 9 novembre, je le cite, chez Facebook. Donc Facebook, c'est Meta, plutôt c'est le nouveau nom de Facebook. 11 000 suppressions d'emplois, 2 fois plus que chez Twitter, mais 2 fois moins d'indignation, cherchez l'erreur. À moins que, j'oubliais, un licenciement par un patron de gauche, ça passe, de droite, quel scandale. Quelle réponse apportez-vous à ce tweet ? Je vois à votre œil amusé que vous avez quelque chose à dire. Non, je pense qu'on peut. Je suis pas tout à fait du tout d'accord avec ce qu'il dit. La différence, c'est que Elon Musk, il supprime la moitié des employés. Donc c'est énorme. Je ne sais pas si vous avez déjà, si quelqu'un sait déjà ce qui se passe quand on enlève la moitié des employés d'une entreprise, mais il le décide en plus en 3 jours. Donc il est obligé de se planter. C'est pour ça qu'il est obligé de rappeler ensuite des gens. Mais c'est énorme, c'est-à-dire qu'ils peuvent. Déjà, c'est dur de choisir qui supprimer quand on fait des suppressions de postes, qui peut parfois arriver. Mais là, on est obligé de se tromper. On peut supprimer une équipe. Ah merde, en fait, on en avait besoin. La plateforme marche plus. Enfin, il demande, par exemple, il veut faire des certifications de compte. Il y a eu une équipe qui bossait sur ça. Elle a été virée. Donc, c'est une forme de chaos, effectivement, pour reprendre ce que disait Élise, qui est très marquant. Oui, effectivement, dès le lendemain, on a vu que certains employés ont été rappelés. Il a d'ailleurs demandé aux employés restants de faire une liste des employés qui finalement s'avéraient être importants et devaient revenir. Donc, on voit ça que Elon Musk était un peu perdu. Selon vos informations, je reprends votre terme, il était un peu perdu, c'était prévu, c'était un plan, ou est-ce qu'il a improvisé en découvrant la chose, en arrivant dans les bureaux ? Moi, je trouve qu'il y a un parallèle. On a l'impression que c'est un moment Trump. Je ne sais pas si vous vous rappelez le début du mandat de Donald Trump. À l'époque, tous les médias et tout le monde politique était suspendu à ses tweets, et à chaque fois qu'il écrivait quelque chose, on se demandait
Est-ce qu'il bluffe? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est légal? Mmh. Chaque truc nous plongeait dans des Par exemple, abîmes. construire le mur entre les États-Unis et le Voilà, Mexique. exactement. Ou interdire tous les gens des pays musulmans d'arriver en avion. Alors merde, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Mmh. les aéroports demain matin, tout le monde se retrouvait à courir derrière et les gens même à l'intérieur de la Maison-Blanche apprenaient les choses sur Twitter. Et donc là, on est un peu dans la même chose, c'est-à-dire une sorte de chaos. Et même pour nous, en tant que journalistes, on doit se poser la question à chaque fois qu'il dit une connerie, entre guillemets. Est-ce qu'il faut lui donner un sens plein? Est-ce qu'on doit le traiter à la hauteur? Et sinon, on passe notre journée avec des ordres contre ordres, ce qui est un peu ce qui arrive aussi aux employés de Twitter. J'ai mal posé ma question parce que je n'arrive à croire à aucune des deux hypothèses. Quand il vire la moitié des gens après avoir racheté Twitter pour 44 milliards, ce qui est une somme, et ça fait des mois qu'il y pense, est-ce qu'il improvise le matin même en disant « je vais virer la moitié des gens », ce que je n'arrive pas à croire, ou alors est-ce qu'il a prévu le truc de longue date, mais dans ce cas-là, comment se fait-il qu'il ne soit pas rendu compte qu'il a viré des gens qui étaient indispensables à la marche de la fabrique? Dans les deux cas, je n'arrive pas à le croire. Bon, en tout cas, moi, ce que je sais, c'est qu'il avait quand même anticipé le truc depuis au moins quelques jours, puisque en interne, il avait mis en place, après avoir viré des têtes dirigeantes de l'entreprise, un ensemble de conseillers qui lui sont plus ou moins acquis, avec lesquels il avait réfléchi à quel modèle était le plus efficace entre licencier des gens directement, quitte à ne pas respecter certaines règles, pour ne pas la nommer le préavis, et bien licencier des gens en respectant cette règle-là. Il a fait les calculs, qu'est-ce qui était le plus coûteux. Alexandre Picard, je vais citer l'article de votre confrère du Monde, Damien Leloup, c'est daté du 11 novembre, donc de jeudi ou vendredi. C'est jeudi, écrit-il, que la tempête a atteint des sommets lors de la première discussion de M. Musk avec l'ensemble des salariés restants. Avec un quart d'heure de retard et de mauvaises nouvelles, le patron du réseau social a annoncé qu'il n'est pas impossible que Twitter fasse faillite. Est-ce que vous y croyez? Ou est-ce que c'est Ouais. encore là de la provocation? C'est difficile de savoir, c'est un des problèmes d'ailleurs, c'est qu'on n'a pas les chiffres, mais c'est vrai que les pertes se sont très 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 fortement aggravées depuis l'arrivée d'Elon Musk, sachant que c'est une entreprise qui de toute façon est très différente de Meta ou d'autres, parce qu'elle n'a jamais gagné d'argent. Donc déjà, il faut rendre à Musk au moins ça, c'est qu'il achète une boîte, c'est pas comme si tout allait bien chez Twitter avant. Mm. Mais lui, il a encore réussi à aggraver les choses. C'est-à-dire, ils ont perdu 220 millions de dollars l'année dernière, pour un chiffre d'affaires de 5 milliards, qui est tout petit par rapport à tous les autres réseaux sociaux. Et là, seulement en 3 mois cet été, ils en ont perdu 270 millions. C'est-à-dire plus en 3 mois que toute l'année dernière, qui était déjà pas bonne. Donc et depuis le départ des annonceurs, lui, ce que dit Elon Musk, c'est que ça s'est encore largement aggravé. Donc voilà, après, lui, il a de l'argent, il essaiera peut-être de contrer ça, mais c'est... Pardon de cette question de novice, parce que là, vous parlez de millions de dollars, mais quand on a acheté une boîte 44 milliards de dollars, que sont des millions au regard des milliards? En fait, C'est du 1 pour 1000. tout à fait. Ce qui est compliqué là-dedans, c'est qu'on dit c'est l'homme le plus riche du monde, donc on imagine qu'il a des possibilités quasiment infinies. En fait, Déjà, c'est infini. c'est pas tant vrai que ça, parce qu'en fait, son argent, c'est surtout les actions qu'il a dans Tesla. Tesla, c'est un constructeur de voitures électriques, c'est une des entreprises les plus valorisées du monde. Mais pour pouvoir avoir cet argent, il faut qu'il vende des actions. Et c'est d'ailleurs même maintenant un problème pour les gens de Tesla et les investisseurs de Tesla qui disent mais qu'il arrête de perdre du temps et de se distraire et de se disperser avec cette entreprise qui justement ne vaut que 44 milliards. Que se passe-t-il à l'intérieur même de Twitter? Élise Vignacourt, dans Libération, vous aviez interrogé un ancien employé français, un ingénieur de Twitter qui s'est longuement livré. Que dit-il de l'intérieur? Réponse dans quelques instants. Culture Média continue. Alexandre Picard, Élise Vignacourt avec nous sur Europe 1. Tout de suite. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. On parle de ce qui se passe dans la tech, de Meta, mais surtout de Twitter, car le feuilleton n'en finit pas de rebondir et pas toujours du bon côté, comme un ballon de rugby. On est avec Alexandre Picard, journaliste au Monde, très bon connaisseur du dossier, également bonne connaisseuse de ce dossier. Élise Vignacourt, vous êtes journaliste à Libération. Dans Libé, le 4 novembre dernier, Élise, vous aviez interviewé un ingénieur français, ancien employé de Twitter, qui vous raconte ce qu'il se passe à l'intérieur même de Twitter, au cœur du cyclone. Il s'appelle Emmanuel Cornet. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans ce qu'il vous a dit? Je dirais que c'est la désillusion qu'il a pu avoir par rapport au personnage de Musk et qui est un peu une désillusion qui a été vécue par d'autres employés. Il m'expliquait que beaucoup au début, si certains étaient méfiants, beaucoup lui laissaient quand même le bénéfice du doute et lui en faisait partie parce qu'il le voyait comme un mec sympa. C'est ses mots, il le voyait comme un mec sympa qui construit des fusées, qui veut créer des tunnels sous terre pour échapper aux bouchons. Et en fait, il a appris à découvrir et à connaître ce personnage-là au fur et à mesure du rachat et à voir son côté un peu imprévisible, son côté aussi un peu requin éventuellement. Et donc oui, je dirais que c'est cette désillusion. Il était en contact direct avec lui?
Non, il l'a rencontré une fois, quelques jours avant que le rachat soit officialisé. Elon Musk a visité les locaux de Twitter. Mhm. Et Emmanuel Cornet, en fait, est dessinateur amateur. Il a bien aimé croquer le rachat de Twitter et il lui a offert un dessin, on va dire un petit peu moqueur sur Elon Musk. Il lui a donné et visiblement, ça n'est pas très bien passé. Vous voulez dire quelque chose, Alexandre Picard? Oui, non, c'est vrai qu'il y a une forme d'ironie, puisque lui, il est caricaturiste, et l'autre, Elon Musk, vit comme un troll provocateur, bafouant toutes les règles de la communication et se moquant de tout. Et en fait, finalement, Emmanuel Cornet, lui, pense Mhm. que le fait d'avoir donné cette caricature à Musk en personne oui, a été une des raisons pour lesquelles il s'est fait virer. Donc, On- finalement, il adore la liberté d'expression, il en est un défenseur absolu, mais sauf quand ça se retourne contre lui. Évidemment, c'est comme les guignols. C'est toujours drôle quand c'est les autres qui sont en marionnette et jamais quand c'est soi ou beaucoup plus difficilement. Puisque vous en parlez de l'arroseur arrosé, le troller trollé, il faut raconter cette affaire. Elon Musk a 115 millions d'abonnés. Il y a des comptes parodiques qui usurpent son identité. Vous l'avez dit, Élise Vignacourt. Racontez-nous l'histoire de ce jeune Français. Il s'appelle Harkounir. Il a réussi la prouesse d'obtenir avec ses tweets plus de j'aime que Musk lui-même. On appelle ça se faire ratio. Racontez l'histoire et ensuite, qui est ce Harkounir? Alors ça a commencé avec un tweet d'Elon Musk dans lequel il se vantait un peu d'être le roi de la provoque et Harkounir a commenté en dessous en disant bon je ne sais pas mais en tout cas prends ce ratio. Donc ça a fonctionné, il a rassemblé, je n'ai plus le chiffre exact mais en tout cas il a eu beaucoup plus de likes et de retweets que le tweet de base d'Elon Musk. Mm. Et selon Harkounir, qui est un jeune Français d'une vingtaine d'années, chômeur selon sa Et qui a description, quelques milliers de followers, et alors que quelques Musk en milliers. a 115 millions. Donc le ratio, justement, est prodigieux, d'où le terme. Exactement, la communauté d'Harkounir c'est quand même bien mobilisée pour réussir à lui faire gagner la bataille. Et donc, à la suite de ce ratio, Harkounir a eu l'impression qu'en fait, Elon Musk s'était vexé puisque le tweet avait disparu. Et donc, il a réitéré l'expérience le lendemain sous un autre tweet où il a réussi de nouveau à gagner la bataille et à ratio Elon Musk. Alexandre Picard, Elon Musk avait tweeté le 10 novembre. J'adore quand les gens viennent se plaindre de Twitter sur Twitter, avec plein d'émojis morts de rire. Finalement, il a plus tellement d'humour que ça. Ouais, c'est vrai, c'est notamment dans le cas de la certification. Donc, il a proposé que les gens puissent payer 8 $ par mois. Doivent. Enfin, voilà. Ils devaient payer 20 $ puis 8 $. Je C'est raconte ça, ce que j'ai bien suivi, pour parce être que moi j'ai un compte certifié. Mais Et beaucoup de voix se sont élevées contre ça. Voilà, et il disait qu'il voulait par exemple la liberté d'expression, etc. Mais en fait, comme de façon tout à fait prévisible, des gens ont utilisé cette certification pour faire du trolling et donc des messages provocateurs, délirants ou de se faire passer pour d'autres qui n'étaient pas, notamment des annonceurs donc se sont fait passer pour un labo pharmaceutique disant que l'insuline était gratuite. L'autre a fait un Super Mario de Nintendo faisant un doigt d'honneur, etc., etc. Et en fait, cette chose qui était parfaitement prévisible et qu'on pourrait trouver très marrante dans le monde d'Elon Musk, en fait, pas du tout. Il se retrouve à essayer de supprimer ces messages. Et donc, tout ce qu'il critiquait chez les gens de Twitter, du genre «Ah, vous censurez, vous n'êtes pas marrant, vous n'avez pas de liberté, etc.», il se retrouve à faire exactement pareil parce qu'il n'a pas vraiment le choix et c'est logique. On ne peut pas avoir un faux labo pharmaceutique qui dit que l'insuline est gratuite, c'est n'importe quoi. D'un mot, Twitter n'est pas le seul réseau social sur la planète, même s'il cache quasiment tout. L'arbre qui cache la forêt. Est-ce que Mastodon peut remplacer Twitter? Bon, en tout cas, il a vu beaucoup d'utilisateurs arriver. Rien que mercredi, c'est 70 000 utilisateurs en plus qui vont débarquer sur la plateforme. Est-ce que Mastodon peut ou pas dépasser Twitter? C'est une bonne question dans le sens où Mastodon, c'est un réseau social dont le nom émerge quand Twitter est un peu dans la panade, on va dire. Quelle différence entre les deux réseaux sociaux? C'est la Bah, même chose avec un nom différent ou par exemple sur Mastodon, l'anonymat est interdit? Non, sur le fonctionnement, en fait, ça ressemble beaucoup à Twitter, mais la grande différence, c'est que Mastodon, c'est décentralisé. Donc, c'est vous qui choisissez le serveur sur lequel vous voulez vous inscrire. Et ça peut être le serveur d'une personne individuelle, d'un organisme. Donc, c'est pas géré et centralisé comme Twitter. C'est ça la différence essentielle. Vous êtes inscrits l'un et l'autre? Moi, je suis inscrit, mais je m'en sers pas beaucoup. C'est vrai que c'est tout à fait intéressant, mais on peut quand même douter du fait que ça remplace, au moins à court terme, Twitter, puisque l'un a quand même 355 millions d'utilisateurs, l'autre genre 6 ou un truc comme ça. Donc c'est pas c'est très intéressant, mais c'est un peu comme s'il y avait plein de mini Twitter. Ce qui est Mmh. intéressant, c'est aussi le fait de dire finalement on pourrait peut-être avoir des règles de modération différentes en fonction
de l'utilité, si on est avec des gens professionnels, si on est avec des potes gamers, etc. Ça, c'est intéressant, mais voilà, à ce stade, c'est quand même pas du tout comparable. Et quid du réseau social qu'avait lancé ou voulait lancer Donald Trump? Il existe, il a été supprimé, il existe, mais à l'état de reste, de scorie. Il existe toujours, mais de ce que j'ai vu, il avait un peu du mal à rassembler. C'était plutôt un échec jusqu'à présent. En fait, la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk a un peu sonné le glas de tous ces projets. Il n'était pas le seul, il y en avait d'autres aussi, des gens qui, en gros, disaient, voilà, c'est que des gens de gauche californiens, ces réseaux sociaux, ils nous censurent les voix conservatrices, ils censurent les Trumpistes, ils censurent toutes les voix de droite. En fait, ils ont voulu créer des réseaux alternatifs, mais voilà, ils se sont tous presque ralliés derrière Elon Musk qui promettait et tenait un peu un discours similaire. Après, ce discours est un peu voué à l'échec puisque les voix conservatrices sont en fait déjà présentes très fortement sur Twitter, contrairement à ce qu'il dit. Le mot de la fin pour Élise Vignacourt. Est-ce qu'on peut encore attendre de nouveaux épisodes? Oui, très clairement, c'est une affaire qui évolue tous les jours, toutes les semaines. On pourrait se retrouver tous les 3 jours pour en discuter, je pense. Là, rien que la dernière actualité qui est sortie aujourd'hui, c'est que selon le site La Plateforme, entre 4 000 et 5 000 contractuels de Twitter auraient été virés. Donc, essentiellement des modérateurs à voir. Donc, effectivement, on pourrait en parler tous les jours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tous les deux. Élise Vignacourt, journaliste à Libération, Alexandre Picard, journaliste au Monde. Merci, et quelque chose me dit qu'on risque de vous recevoir à nouveau et on ne va pas le regretter. Merci beaucoup d'avoir été en direct. Nous, on se retrouve dans un instant. Il est 9h38 avec le journaliste reporter Hugo Clément qui revient ce soir pour sa collection Sur le front, mais avec un thème inattendu. Médicaments, la bombe à retardement, qu'est-ce qui peut exploser? On va retrouver aussi Bruno Donnet. Là, ça va se télescoper. Ce sont les télescopages. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Culture Média. L'émission de référence sur les médias.